Le replay, ça s'est passé sur Witches Radio. Witches Radio. Comment trouver la radio qu'il me faut? Une radio sorcière, mais sérieuse comme il le faut. J'ai enfin trouvé la radio qu'il me faut. C'est Witches Radio. Oui, Witches Radio. Witches Radio, la radio qui va vous enchanter. Et oui, mais très cher Witches Radio, c'est la radio qui va vous enchanter le cœur, l'âme et l'esprit. Oh là 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 là. Il est 21h04 pile poil et nous sommes en direct sur witchesradio.fr pour l'émission des murmures du chaudron. Et les amis, ce soir, spécial Mandragore, en compagnie de notre invité magique et enchanteur, jeune homme, Yves Coconnier. Coucou Yves. Oui, bonsoir Alina, bonsoir à vous tous, chers auditeurs. C'est un vrai plaisir de vous retrouver. J'avais déjà participé à une émission de Witches Radio par le passé, mais c'est avec grand plaisir que je reviens et avec ton invitation, Alina. Eh ben écoute, moi je suis vraiment très très heureuse parce que effectivement c'est la toute première fois qu'on entend Yves dans les murmures du chaudron. Il avait été donc effectivement invité, je crois que c'était l'année dernière, dans la team de Mandala Chakra le vendredi soir pour parler de Mandragore et effectivement également entouré de plein d'autres animateurs. Et ce soir, tu nous as fait l'immense bonheur d'accepter l'invitation pour qu'on parle un petit peu plus de la méthodologie en tant que jardinier. Qu'est-ce qui se passe quand on cultive une Mandragore à la maison? Donc on va découvrir tout ça tout au long de cette belle soirée en ce samedi 19 novembre. Tu te rends compte? Ah oui, c'est un plaisir. Effectivement, pour la Mandragore, il y a beaucoup de choses à dire au travers de différentes espèces qu'on peut cultiver, et puis des mythes qui y sont associés. Je suis plus un botaniste. Je pourrais plus vous donner des conseils sur la botanique et la façon d'élever la Mandragore, mais je suis pas insensible à tout le reste des histoires. Ah, totalement. Et c'est vrai qu'il y a tellement de choses à dire autour de la Mandragore. C'est pour ça que ce soir, ça va vraiment être une émission orientée sur la pratique. Comment cultiver sa Mandragore. On a quand même Yves avec nous qui est un pro en la matière. Et si jamais les witches ont besoin d'avoir plus d'éléments concernant le côté magique, là, on a plein d'émissions avec Mandala Chakra, notamment Godmantika, la nuit des magiciens, les débats libre antenne également. Donc, vous avez vraiment de quoi faire sur notre playlist à ce sujet-là. Mais là, on va commencer l'émission, mon très cher Yves. Voilà, parfait. Grand débat, la Mandragore, grand débat. Je te laisse mettre, Alina. Oui, alors, avant qu'on commence officiellement, déjà on fait plein de coucou à tous les auditeurs qui sont sur le chat. Si jamais vous voulez venir nous rejoindre, le chat fonctionne très très bien. Ce soir tout va bien, le site est merveilleux, le son est magnifique. Donc vous allez sur witchesradio.fr dans l'onglet chat, vous mettez votre petit pseudo magique et comme par enchantement vous êtes connecté au chat de la radio. Et en plus on a Yves qui est aussi sur le chat, donc qui pourra également répondre à vos questions pendant la pause musicale, puisque j'allais dire Mandala. Yves a choisi 2 superbes titres pour la pause musicale que l'on diffusera tout à l'heure, n'est-ce pas Yves? Ah oui, tout à fait. C'est un plaisir de pouvoir les entendre et de les partager avec vous. Vous allez voir, ça va être magique. Il y a de quoi faire. Donc mettez un petit peu d'encens autour de vous, mettez un petit peu aussi, un petit côté un peu magique autour de vous. Et maintenant, c'est prêt. On commence l'émission, mon très cher Yves. Ça y est. Alors. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est connaître un petit peu ton parcours, savoir un petit peu qui est Yves Coconnier, comment tu es rentré dans le côté jardinerie, va-t-on dire, et comment tu t'es justement intéressé au fait de cultiver cette plante en particulier. Alors avant de tomber dans le chaudron de la Mandragore, avant tout, je suis un botaniste, mais déjà tout petit, j'aimais beaucoup faire pousser des plantes. La partie culture des plantes m'a toujours fortement intéressé, et ça dès mon plus jeune âge. J'ai grandi à la campagne, donc j'avais toujours des bulbes que je faisais pousser, des graines à semer sur le bord de la fenêtre, même
depuis mes plus longs souvenirs. J'ai toujours eu des plantes avec moi. Et puis au fil du temps, ma passion a grandi encore. Et puis en fait, j'ai fait des études de jardin et espace vert et pépinière, puis ensuite de la recherche agronomique. Donc en fait, finalement, le côté la recherche sur les plantes, c'est quelque chose qui fait vraiment partie de mon quotidien, quoi. Ça, c'est pour en fait mon intérêt pour les plantes, pour la botanique. Et puis après, forcément, j'ai des plantes qui me plaisent un peu plus que d'autres, dont les mandragores. Mais la mandragore, elle a un statut particulier. Je vais avoir l'occasion de développer. Mais j'aime beaucoup aussi les cactus, tous les bulbes et notamment les lys. Voilà, ça c'est quelque chose qui fait vraiment partie de mon quotidien, même si les floraisons sont pas extraordinairement longues, mais voilà. Et puis il y a la fameuse mandragore. La passion a commencé, oui, il y a quasiment 15 ans maintenant. Alors je ne sais pas si j'avais raconté l'histoire. Je visitais un jardin en Normandie et c'était au mois d'août, fin août ou début septembre, je ne me souviens plus, mais en pleine période estivale. Et puis c'était un jardin où il y avait beaucoup de petites placettes, parce qu'il y avait des jardins de simples, des jardins magiques. C'était un prieuré, comme les moines savent le faire, ou les ecclésiastiques, en cultivant tout un tas de plantes anciennes, avec des plus ou moins magiques. Et puis j'arrive, alors il y avait des sauges, il y avait des thym, et puis j'arrive à une placette dans le jardin, placette vide parmi toutes les autres plantes, toutes les autres placettes qui étaient occupées par des plantes. Là, je tombe sur une placette vide. Alors je m'agenouille et je regarde l'étiquette et alors je lis Mandragora officinarum. Alors ça, j'étais à la fois surpris, mais surpris aussi de ne rien voir. Alors je regardais, a priori non, rien sur le sol. Alors je me relève et puis je continue la visite du jardin. Et puis là vraiment, ça me surprenait quand même beaucoup, intrigué par ce nom-là. J'avais jamais vu de mandragore officinale avant. Parce qu'il faut dire que la mandragore officinale, c'est quand même une plante qui est très rare dans les jardins. On en trouve quasiment pas maintenant. Je commence à en distribuer un petit peu, donc on en trouve un peu plus. Mais rares sont les jardins qui dans les simples, il y a des mandragores, sans parler d'avoir la collection, mais simplement une mandragore. Donc là, je reviens à cette placette et puis je retouche encore l'étiquette pour voir si j'avais bien lu la première fois. Oui, effectivement, Mandragora officinarum, la mandragore officinale. Et en cherchant un petit peu plus, j'ai vu qu'il y avait des graines sur le sol et qui ressemblaient à des graines de solanacée, dont la mandragore. Donc j'ai récupéré des graines et que je me suis empressé de semer, et j'en ai eu quelques-unes qui ont germé l'année suivante, et c'est là où j'ai démarré ma collection de mandragores. Voilà un peu mon parcours. C'est magnifique parce qu'en fait, il y a une sorte de rencontre un petit peu mystique autour de cette plante, en fait, parce que tu vois apparaître ce nom. Tu te poses même la question de savoir si ce nom, tu l'as pas inventé, mais tu te dis, je suis pas en train de rêver. Je suis bien en présence quand même d'une plante assez rare, et en plus tu ne la vois pas. Tu ne vois que l'étiquette et bim, quoi. Tu trouves ces graines, parce que ça aussi, j'imagine que c'est quand même pas souvent qu'on trouve des graines de plantes à proximité d'un jardin. Donc, alors en fait si, hein, les graines, on en trouve, toutes les plantes, à 98%, toutes les plantes produisent des graines, ou 99%. Après, certaines se multiplient par voie végétative, c'est-à-dire des boutures de racines ou des marcottages, mais l'immense majorité des plantes se multiplient par graines. Alors oui, effectivement, la mandragore, je savais qu'elle existait, plus que dans les mythes, mais j'en avais jamais vu ni jamais approché d'aussi près, même si je ne voyais rien sur la terre. Est-ce que tu as eu un souvenir quand même un petit peu particulier de ce jardin?
Ah oui. Je me rappelle, c'était le prieuré Saint-Michel en Normandie. C'est à Croûte. Alors, auparavant, ils faisaient visiter le jardin. Maintenant, ils ont arrêté. Je crois plus reparti parce que les propriétaires ont vendu et ça a changé pour d'autres projets. Et très beau jardin du reste, avec un très beau bâti et donc un ancien prieuré et historiquement les moines faisaient pousser tout un tas de plantes. Alors je sais pas si historiquement il y avait la mandragore, mais en tout cas sa place était légitime. Oui, forcément. D'accord. Et alors moi j'ai une question qui me turlupine parce que je t'écoute et je trouve ça passionnant ce que tu nous dis parce que je trouve que ça vient un peu du cœur, tu vois, le fait que tu aies cette rencontre aussi incongrue, on s'y attend pas. La question c'est donc tu découvres donc ces graines, tu les plantes, qu'est-ce qui se passe? Tu te dis waouh déjà. Et puis tu les plantes, qu'est-ce qui se passe dans ton cœur de botaniste? Tu te dis ça y est, à la maison je vais très certainement découvrir un peu comment ça fonctionne, à moins que tu connaissais déjà la plante plus ou moins et son fonctionnement pour la pousse. Alors, enfin non, la plante je connaissais pas. Je savais qu'elle existait, je connaissais son nom. Je savais pas qu'il y avait les quatre espèces. On connaissait la mandragore officinale, un peu l'automnale, mais on savait pas si c'était la même espèce ou. Maintenant, on sait que c'est maintenant je sais que ce sont des espèces différentes. Mais là, effectivement, mon cœur de botaniste s'est mis à palpiter parce que alors là, c'était le cas de la mandragore où j'ai récupéré des graines, mais en général, quand je visite des jardins, j'ai toujours des petits sachets avec moi parce que j'ai toujours des graines à récupérer ou quelle que soit la destination, il y a toujours un peu de graines ou des glands, enfin qui sont aussi des graines, mais voilà. Et après de les semer à la maison, et c'est là un peu le double effet de la surprise mais qui fait intervenir aussi beaucoup la patience, parce que je sème dès le retour du voyage, et puis après j'attends plus ou moins longtemps. Alors entre-temps, je me renseigne aussi sur les conditions de culture, ce qui est vrai également pour la mandragore, même s'il n'y a pas énormément de littérature sur ou de guides pour la cultiver. Enfin, j'entends de guides suffisamment sérieux. Donc voilà. Et puis après, par déduction, par les solanacées. Oui. Mon intérêt pour la botanique. Donc là, je regarde, j'en déduis certaines choses. Et puis au printemps suivant, j'avais récupéré, je crois, dans les 350 graines. Et sur les 350 graines, 7 seulement ont germé. Oh là, oui. La première année. Voilà. Alors c'est certains vont dire déception, mais non, qu'un immense plaisir. 7 graines déjà pour toucher le Graal. Et après, les graines se sont développées. Elles ont germé, je crois que c'était en février ou mars. Et puis, alors il faut savoir aussi, alors on a peut-être l'occasion d'en discuter plus tard, mais ce qu'il faut savoir, c'est que la mandragore, au moins pour l'officinale, enfin un peu toutes les mandragores quand même, elles ont des cycles relativement précoces et courts. C'est-à-dire que une mandragore, quand elle est dans son pot, elle va commencer à sortir fin décembre parfois, même ou sinon vers mi-janvier, avec des ébauches de feuilles, et puis aussitôt les fleurs. Les feuilles vont continuer à pousser, et puis éventuellement une fécondation pour les fleurs. Et s'il y a pas de fécondation, mi-mai, fin mai, la plante disparaît, enfin elle jaunit d'abord, et puis disparaît, se met en veille ralentie pour la période estivale. C'est bien que t'en parles parce que justement quand on échangeait en off sur le sujet, parce que j'ai acheté un plant de mandragore à Yves il y a quelques mois en arrière, et je lui dis oh mon Dieu, je crois qu'elle est morte, mon mari a mis trop d'eau parce que justement il y avait plus rien, et c'était effectivement au mois de mai, et je me suis dit ça y est, j'ai plus de mandragore, j'étais très triste, et en fait non, c'est pas forcément le cas, c'est qu'elle disparaît, en fait ça fait partie de sa façon de vivre en fait. Ouais. Oui, effectivement, c'est un cycle
précoce parce qu'elle démarre très tôt et court. Voilà. Alors je vais pas traiter mes chers mandragores de paresseuses, mais effectivement, oui, c'est un cycle qui est très très court. Alors après, si on a la chance d'avoir ou de réussir la fécondation, ou s'il y a eu quelques abeilles ou bourdons qui ont pu venir féconder les fleurs par les premières journées ensoleillées de janvier-février, là on pourra avoir des fruits qui vont apparaître en mars, avril, mai, et qui vont continuer à grossir et mûrir, qui seront mûrs en fait vers fin juillet, voilà, avec un parfum étonnant. Là aussi on aura peut-être l'occasion d'en discuter. Et sinon, s'il n'y a pas eu de fécondation, donc mi-mai, fin mai, la plante disparaît, elle se met en vie ralentie, la racine reste intacte sous la terre, mais il y a plus de feuilles, voilà. D'accord. Alors la question que je me pose, c'est qu'en tant que botaniste, de toutes les plantes dont tu t'occupes, c'est certainement la mandragore la plus particulière par rapport à sa façon de vivre et de pousse. Oui, oui, on peut dire c'est la seule qui a ce cycle aussi étrange, on peut dire. Oui. Pour la façon de pousser, enfin une fois qu'on l'a eu, de la régénérer année après année, mais aussi assez curieuse pour la germination. Et puis le fait que j'ai semé 350 graines et maintenant, et la première année j'ai eu que cette plante quoi. Oui. Juste 7 petites pousses et pareil un cycle de culture très très court. Elles se sont mis en vie ralentie. En général, le challenge pour cultiver une mandragore, c'est la première année. Toutes les graines ne germent pas. Et 2, on risque de la perdre la première année, parce qu'il peut y avoir des parasites comme les limaces qui raffolent de mandragore. Là, il faut être très vigilant, soit les enlever à la main, ou sinon faire user de méthodes avec de la cendre au pied pour pas qu'elle monte sur les feuilles. Voilà, pour éviter si on veut pas traiter avec des petites boules bleues ou autres d'une autre couleur. Voilà, mais avec la cendre ça marche aussi. On peut vaincre le fléau que sont les limaces et escargots quoi. C'est vraiment ils en raffolent. Ah ouais, bah tu vois, encore un élément qu'on ne connaissait pas, merveilleux. Je vous dis, prenez de quoi noter les amis, parce que je peux vous dire que Yves a tellement de choses à nous apprendre sur comment cultiver une mandragore, parce que effectivement dans un milieu comme le nôtre, un peu witches, où on associe beaucoup la mandragore, les plantes dans notre pratique. La mandragore fait quand même partie des plantes, voilà, c'est le summum des plantes sorcières qu'on rêve toutes et tous d'avoir et de posséder, de cultiver pour divers motifs, bien évidemment, mais le fait de t'avoir parmi nous ce soir et nous exposer le fonctionnement, c'est juste merveilleux, vraiment. Donc encore merci Yves. Mais c'est un plaisir. Ah oui, et ça se sent que c'est un plaisir, c'est ça qui est encore plus merveilleux. Et donc tu es passionné de tout ça, et là donc tu as cette graine qui pousse, et là c'est waouh, et tu te dis, je suppose, au vu de l'expérience, sur 300 et quelques graines, il faut que je fasse très attention parce que elles ont l'air quand même fragiles et c'est quand même le Saint Graal comme tu expliquais. Donc comment ça se passe dans ta tête? Tu te dis quoi? Est-ce que je dois les mettre à un endroit particulier? J'ai cette chance d'avoir cette graine qui germe, ou alors tu laisses vivre tout simplement, tu laisses aller les choses et tu attends que l'année passe pour voir un peu. En fait, pour les mandragores, effectivement, j'avais jamais cultivé de mandragore auparavant. Il existe assez peu de littérature ou de guides de culture pour les mandragores. Donc là, c'est un peu au feeling par rapport à un peu de lecture, mais sur des mythes et légendes, savoir un peu où est poussé. Alors bien sûr, pas forcément que sous les gibets, mais plus concrètement dans le jardin, savoir comment l'exposer au soleil, pas au soleil, savoir c'est la soif, comment l'arroser.
pas trop ni trop peu. Donc là, je vais la voir vraiment très très régulièrement, enfin tous les jours, hein, pour voir un peu comment elle se développe, pour vraiment être lui apporter le plus de soins possible et vraiment être vigilant s'il y a une attaque de limaces pour vraiment y parer, ou si vraiment je vois les feuilles souffrent au soleil, de les mettre un peu plus à l'ombre. Mais je pensais pas que la mandragore finalement avait un cycle aussi court, quoi. Parce que moi aussi j'ai été surpris la première année de voir que mi-mai j'avais déjà plus de feuilles sur les plantes. Alors une autre, tout botaniste, je dirais, qui se respecte ou personne qui aime les plantes, c'est surtout un jeu de patience, comme le jardinage d'ailleurs. Les plantes ont une vie, un cycle. On les a petites, elles grandissent avec nous. Elles nous accompagnent tout au long de notre vie. Après, certaines décrochent plus tôt que d'autres. Et puis voilà, mais en étant au quotidien à leur côté, on apprend à les connaître et voir un petit peu comment les gérer, qu'est-ce qui leur convient le mieux au niveau exposition avec la lumière, l'arrosage, les engrais. Voilà, alors ça va peut-être vous faire rire, mais être assis un peu à côté d'elle. Alors vous imaginez Yves Cocognier assis autour de ces 7 mandragores. Le chiffre 7. Bon, blague à part, mais effectivement d'aller régulièrement les voir et puis de démystifier la mandragore, les comprendre finalement. Alors est-ce que c'est un dialogue ou pas dialogue, mais malgré tout au travers de la façon dont elle se comporte, il y a quand même un échange et donc j'ai réussi à les mener à bon port. Et puis après, à leur tour, j'ai pu avoir des graines de ces mandragores-là que j'avais récupérées dans un jardin. Mais le cycle de mandragore, c'est parce que la mandragore privilégie d'abord le développement de la racine au détriment des feuilles. Donc finalement, ça fait une rosette de feuilles en surface, mais les premières années qui est finalement pas très très grand. Et c'est là où on a le plus de chances de les perdre. C'est la première année. La première année de culture, finalement, c'est là véritablement le challenge avec celui de la germination. C'est pour ça aussi que beaucoup se découragent. Ils me disent j'ai acheté des graines, mais finalement ça a pas germé ou mal germé, je les ai perdues. Parce que oui, effectivement, la germination plus la première année, c'est quelque chose qui est assez difficile de mener à bon port. Mais après 1 an, 2 ans, la mandragore étant, on va dire, adulte ou presque, là c'est quelque chose de relativement facile, au moins pour la mandragore officinale. Là on peut y aller sans risque. Voilà, c'est plutôt ce que je conseille à des gens qui veulent se lancer dans la mandragore, d'avoir un plan adulte ou presque adulte. Là c'est une certitude de pouvoir le garder et de pas tenter, parce que même si on peut être patient, il vient un moment on voudrait quand même bien, je comprends les gens, on voudrait quand même bien pouvoir voir, toucher ou côtoyer la mandragore plus que par des graines, quoi. Il faut que les moments ça puisse pousser et qu'on puisse la garder. Et puis après opère le charme de la nature, et tous les ans de la voir repousser, fleurir, avoir des graines. Je vous parlerai un petit peu plus tard des fruits et des graines qui sont fabuleux également. Et les fleurs aussi, les fleurs elles sont magnifiques, hein. Moi je les ai vues, waouh, c'était beau. Alors oui, effectivement, les fleurs de mandragore, alors pour certains vont dire c'est insignifiant parce que la mandragore c'est une plante qui pousse, la mandragore officinale c'est une plante qui pousse en rosette. Oui. C'est-à-dire les feuilles il n'y a pas de tige, hein, toutes les feuilles sont étalées au sol. Parfois formant un rond de 50 ou 80 cm, tellement les feuilles sont longues. Et puis du centre des fleurs, avant que sortent les feuilles, du centre des feuilles avant qu'elles ne sortent, là sortent au mois de janvier les fleurs. Alors les fleurs, certains peuvent dire insignifiantes, presque sans parfum, un blanc verdâtre, parfois avec du violacé en fonction des plantes. Alors ça c'est pour la mandragore officinale. Ensuite il y a d'autres mandragores. L'autre mandragore la plus connue après l'officinale, c'est la mandragore automnale.
Alors bien souvent dans la littérature, elles ont été mélangées. Il y a une confusion chez les gens, chez les gens qui l'utilisent ou qui les ont au jardin. Ils savent au mieux qu'ils ont une mandragore, mais entre officinale et automnale, il y a parfois confusion. Pourtant, c'est relativement simple. L'officinale fleurit en janvier-février, alors que l'automnale, comme son nom l'indique, fleurit en septembre. Voilà, les miennes ont fleuri en septembre et effectivement, tu l'as dit Adelina, mais les automnales ont une floraison mais qui est d'un bleu soutenu, avec peut-être même encore plus de fleurs. C'est peut-être un peu plus spectaculaire que l'officinale. Alors, j'ai commencé par cultiver la mandragore officinale parce que c'est une plante mythique déjà par son nom, et même si les fleurs n'étaient pas très colorées, la joie était quand même immense de les voir fleurir et puis de pouvoir les multiplier. Et puis après, voilà, j'ai pu cultiver d'autres espèces que sont la mandragore automnale, donc avec cette fameuse floraison bleu soutenue, et avec des fleurs qui ont un pétiole, enfin une tige un petit peu plus longue, donc les fleurs ressortent un petit peu plus de la rosette, ce qui fait que et du fait de la couleur aussi, c'est un peu plus spectaculaire. Et puis autre belle surprise également cette année, la floraison d'une autre mandragore mythique, mais surtout très très rare, parce qu'elle a quasiment disparu dans ce milieu naturel. C'est la mandragore du Turkménistan. Alors le Turkménistan, il y a au sud du Turkménistan, il y a presque à la frontière avec l'Iran, il y a une mandragore qui, alors on peut dire endémique, Mandragora turcomanica, qui pousse donc au sud du pays et qui ressemble un peu à la mandragore officinale, qui fait une rosette aussi de feuilles, mais les feuilles font presque le double de taille. C'est vraiment une très très grosse mandragore, enfin qui s'étale vraiment beaucoup au sol et avec des fleurs violettes. Donc un peu moins bleu, mais plus violette. Et cet automne, j'ai réussi à voir la floraison de mandragore du Turkménistan. Alors comme tout botaniste qui se respecte, j'ai essayé d'opérer à une pollinisation, on va dire assistée. Alors ça peut vous faire sourire, mais muni d'un petit pinceau, je vais chercher le pollen et puis le déposer voilà sur le pistil pour tenter de un peu faire une procréation assistée, on va dire, voilà, avec mes mandragores. Pour l'instant, j'ai pas encore le résultat parce que les fleurs, enfin là, elles sont en train de finir de faner. Je sais pas si l'embryon va se développer. Alors je croise les doigts et puis j'espère que j'aurai des fruits de mandragore du Turkménistan, qui paraît-il ont des fruits encore beaucoup, enfin plus gros que celles de la mandragore officinale. Donc voilà, j'attends avec impatience le résultat de la fécondation. Vous voyez, enfin en fait, en botanique et avec les plantes, il y a toujours quelque chose, il y a toujours une attente, et c'est ça qui est fabuleux en fait. Voilà. En fait, ce qui est merveilleux aussi avec cette plante, c'est que en fait, ça teste aussi notre patience. Tu vois, le fait qu'on sache déjà à l'avance que ça risque d'être difficile, ça nous teste en tant que apprenti botaniste, amoureux de la nature et des plantes, et puis ça nous teste aussi dans notre façon d'aborder aussi la nature. Effectivement, on sait que ça va être compliqué, ça va être long, donc la patience, il faut être patient. Il y a aussi autre chose, c'est important que les witches le sachent, c'est surtout une plante qui se trouve dans tout ce qui est côté méditerranéen. Donc je pense qu'il y a plus de facilité à une mandragore de pousser dans le sud de la France que dans le nord de la France. Je me trompe pas? Non, enfin pas nécessairement. Alors historiquement, enfin si on parle de la mandragore officinale, la mandragore officinale, il pourrait en rester un petit peu sur les Alpes côté suisse.
pourrait. Très honnêtement, j'en ai jamais vu. Certaines personnes m'ont dit j'en ai vu là-bas. Après, beaucoup m'ont dit j'en ai vu dans tel endroit, j'en ai vu. Finalement, non, parce que la plante, ils l'ont confondue avec d'autres espèces qui ont un peu le même type de rosette au sol. Dans le milieu naturel, c'est extrêmement rare de tomber sur une mandragore officinale en France ou même dans la partie Europe occidentale. Peut-être un peu dans les Balkans, mais pas évident non plus. Ensuite, la mandragore automnale, elle est quand même plus fréquente, notamment en Grèce, Sicile. Voilà, et puis également au Maroc, en Israël, un peu le pourtour méditerranéen sur sa partie orientale. Et voilà où on peut la trouver, quoi. Et c'est aussi une plante, oui, dis-moi. Oui, voilà. Après pour la mandragore officinale, vraiment oui, très très difficile d'en trouver. Je dirais plutôt. Alors, je vais pas dire éteinte parce que certains m'ont dit qu'en avoir vu dans les Alpes, mais avec méfiance quand même. J'en ai pas vu personnellement. Voilà. D'accord. Alors c'est vrai que comme toi tu les cultives. Bien évidemment, tu donnes des petits conseils à ceux qui en achètent et qui les cultivent à leur tour. Et c'est vrai qu'à cette période, comme il fait beaucoup plus froid et que c'est quand même une plante qui aime la chaleur, si je dis pas de bêtises, de ce que j'ai compris, il est préférable. Par exemple, moi, je suis au port de la Bretagne. Je me trouve au port de la Bretagne. L'hiver, il fait pas non plus -10, mais là, il commence à faire un petit peu froid. Il vaut mieux que je la laisse à la maison, à l'intérieur, pour pas qu'elle puisse geler. Ou alors, je peux la mettre dans une serre. Alors, la mandragore, finalement, c'est une plante qui vit dehors. Donc, il faut qu'elle reste dehors. Et même si elle était un peu sur le pourtour méditerranéen pour les automnales, mais l'officinale était un peu dans les Alpes. Et finalement, elle résiste au froid. Moi, les miennes, alors je suis dans le sud-ouest, vers Toulouse, mais on a quand même eu parfois des hivers assez rudes, jusqu'à -10, -12, et elles restent en pot. Et j'ai pas perdu de mandragore. Donc finalement, il faut les laisser dehors, même s'il fait froid, à l'eau, au sec. Faut lui laisser subir le climat et je distribue des mandragores dans le nord de la France, au Canada, maintenant c'est un peu plus difficile, mais en Belgique également, dans les jardins botaniques, et les gens arrivent, les conservateurs arrivent à la garder et pour la faire refleurir année après année. Je dirais surtout ne pas la mettre à la maison, parce que ça la décale, ça la déphase avec son cycle naturel, que sont les températures, l'ensoleillement, l'hygrométrie, et puis aussi au niveau des pluies. Alors on va parler peut-être plus ce soir de la mandragore officinale, même si on peut aborder également les autres espèces. Mais pour la mandragore officinale, donc comme je vous le disais, elle se met en vie ralentie. Il y a plus de feuilles à partir de mai. Donc là, les périodes où il fait très chaud, donc il y a plus rien. Elle ne subit pas le soleil. Elle est sous la terre, protégée. Et puis après, avec le début des pluies automnales, en fonction des régions, en septembre ou octobre ou fin août, il commence à pleuvoir. Ça, c'est le signal pour le réveil de la mandragore. Petit à petit, elle sait, parce que la terre s'humidifie du fait des pluies, elle sait que sa période de croissance va bientôt arriver. Son réveil va bientôt arriver. Donc là, tranquillement, la racine se regonfle parce qu'elle a perdu un petit peu de poids pendant l'été où elle sait qu'elle s'est desséchée un peu, sans vraiment être trop desséchée, mais elle a pu flétrir un peu. Donc là, elle refait ses réserves en eau. Pour être prête fin décembre, début janvier, même s'il y a des gelées, elle va quand même fleurir. Les fleurs sortent et les feuilles aussi. Alors après, s'il faisait -20, ça endommagerait peut-être les pistils, ou les organes de reproduction de la fleur. Mais j'ai jamais eu de cas où j'ai perdu des plantes par le froid. Voilà. Après, il faut
ne pas non plus qu'elle reçoive trop d'eau, mais la mandragore s'accoutume à peu près de beaucoup de la plupart des conditions qu'on peut trouver en Europe. Voilà. Ceci dit, bon, la mandragore, c'est pas un nénuphar. Il faut pas que ce soit baigné d'eau. Faut pas la planter dans une cuvette. Mais après, passé cela, on la cultive facilement et il y a aucun risque. Et ça s'accommode à peu près de tous les sols. Je dirais à peu près toutes les expositions. Moi, à la pépinière, parce que j'ai une petite pépinière où je cultive les mandragores, elles sont toutes, ou à 99% pour pouvoir en distribuer, en donner. Voilà. Et donc je les mets plutôt mi-ombre parce que dans un pot il y a un peu moins de réserve en eau. Alors forcément je les arrose un peu quand il faut de temps en temps. Faut pas trop arroser parce que c'est une racine qui est charnue. Il faut pas qu'elle pourrisse. Mais bon après il y a pas de risque particulier. C'est une plante, je dirais, relativement facile dès lors qu'on a passé la première année de culture, quoi. Mais pour résumer, oui, impérativement, ne pas la mettre en serre ni à la maison. Il faut qu'elle subisse les aléas climatiques, quels qu'ils soient d'ailleurs, tout au long de l'année. Alors après, si vous avez une invité des amis ou une réception et vous avez la plante en pot, oui, elle peut passer une soirée, une journée dans la maison. C'est pas ça qui va la mettre en péril, mais au quotidien, il faut qu'elle reste dehors, quoi. Voilà. Alors c'est vrai que comme on est tellement heureux d'en avoir une à la maison, enfin tu vois, dans notre jardin, on a tellement peur de la perdre qu'on la surprotège en fait. Tu vois, moi je parle pour moi par exemple. Hein. Je me suis dit là il fait froid, il faut que je la rentre, là sinon je vais la perdre. Et résultat en fait c'est pas du tout ça qu'il faut faire, il faut la laisser vivre. Oui, tout à fait. Il faut la laisser. Je peux garantir que les plantes s'en sortiront bien toutes seules. D'ailleurs, les plantes étaient là avant nous. Hein. Elles ont pas attendu l'homme pour s'en sortir toutes seules. Et la mandragore, comme toutes les autres plantes, fait partie. Enfin, effectivement, n'attendent pas après les hommes pour les protéger. Elles arrivent à se protéger en se mettant en vie ralentie en fonction de l'endroit où elles sont. Alors après, en pot, si la plante reste un peu plus au soleil, elle perdra ses feuilles un petit peu plus rapidement, elle se mettra en vie ralentie un petit peu plus rapidement, mais risquera probablement de redémarrer un petit peu plus tôt en janvier. Donc, finalement, elle s'adapte, quoi. D'accord. Non, c'est passionnant vraiment et franchement je me rends compte aussi en t'écoutant que on a encore tellement de choses aussi à apprendre des plantes au sens large que effectivement on a tendance à penser à tort très certainement qu'on est là pour protéger la nature, mais la nature a toujours été présente et elle se protège très très bien elle-même également, quoi. Oui, il faut juste laisser faire. On peut mettre la mandragore, soit la laisser dans un pot, ou la planter en pleine terre, et puis de temps en temps lui faire des petites visites pour voir un peu comment ça va, regarder s'il n'y a pas des parasites ou des limaces, et puis juste en profiter, lui laisser, je dirais, vivre sa vie, ne pas trop l'accaparer. Voilà, parce qu'effectivement, tu l'as dit, Alina, on a plus de chances de perdre une plante par excès de soins qui peut lui être fatal, même si c'est résistant, mais à force trop de mauvais soins, même s'ils étaient bien intentionnés au départ, finalement pourrait lui être fatal. Alors après, l'excès de soins, c'est le manque de froid ou plutôt la mettre à la maison dans une atmosphère qui est trop sèche. Là, elle n'aime pas. Voilà, ou la priver d'eau. Ça, c'est quelque chose qui finalement pourrait lui être fatal. Mais priver d'eau, mais aussi l'excès d'eau. Si on la met dans un pot avec une soucoupe ou même en pleine terre et que tous les jours on l'arrose à outrance, oui. La racine finira par pourrir, quoi.
Oui, c'est aussi la crainte qu'on a, j'imagine toutes et tous, par rapport à ça, justement, trop arrosé et après pas assez arrosé. Alors c'est vrai que je découvre moi avec le plan que j'ai que la terre, tu vois, donc j'arrose beaucoup moins qu'avant maintenant. Et puis en plus l'automne est là, donc la nature, voilà, est là. Donc s'il pleut, tant mieux. S'il pleut, je l'arrose beaucoup moins. Et je vois effectivement que la terre est humide. La terre du pot est humide, donc si je vois que c'est humide, j'ai pas besoin d'en rajouter une couche en plus. Donc je fais super attention à ça. Par contre, effectivement, je pensais vraiment vouloir la protéger du froid. Et je me suis dit, je vais peut-être la mettre dans ma serre. Et là, le fait d'échanger avec toi, ça me rassure puisque elle est dans mon jardin et elle est protégée à côté de la serre du vent, tu vois, mais elle reste dehors quand même. Alors effectivement, le vent peut casser des feuilles. Alors là, j'ai sur les mandragores, du Turkménistan, qui sont en feuilles en ce moment, et avec les automnales. Dans le sud-ouest, on a parfois ce qu'on appelle le vent d'automne, un vent fort, chaud et sec, qui peut casser certaines feuilles. Alors là, je suis en train de relocaliser un petit peu ma pépinière pour les mettre le long d'une haie, pour que ça puisse agir un peu comme un brise-vent. Mais bon, après, même s'il y a des feuilles qui sont brisées ou la nervure est cassée, ça ne met pas il y a pas péril dans la demeure. La plante ne mourra pas. Simplement, ça peut être un peu moins joli, la rosette, et peut être un peu moins belle parce qu'il y aura une ou deux feuilles de cassées, mais la plante survivra quand même. Alors tu vois, je t'écoutais tout à l'heure quand tu disais elle s'éveille. J'ai trouvé ça très très joli. Elle s'éveille au moment où la pluie arrive en fait. Alors c'est autant, à l'échelle de la plante, il n'y a pas une réaction, c'est pas musculaire ou nerveux. Il y a l'éveil, il est lent. D'abord, il y a l'eau qui tombe sur la terre, l'eau doit pénétrer dans le sol, et puis un échange avec la racine. Et là, elle sent le déclic. Et petit à petit, elle va préparer son bourgeon central pour sortir finalement en janvier, après qu'elle se soit bien gavée d'eau pendant l'hiver. Voilà. Et là, moi, je vois, j'ai des petites tiges qui poussent, donc c'est normal. Ah oui, c'est normal. Il y a le bourgeon un ou plusieurs bourgeons. Parce qu'il arrive parfois souvent, la mandragore, il y a un bourgeon principal, mais il se peut aussi que, pour X raison, le bourgeon principal se dédouble, soit parce qu'il a été cassé, soit parce que naturellement il se dédouble, ou il y a eu un parasite, ou il y a eu, mais en aucun cas, ça causera la mort de la mandragore, mais il peut y avoir plusieurs tiges. Oui. Et une ou plusieurs tiges, il y a rien il y a rien d'anormal, quoi. C'est normal d'avoir plusieurs tiges dans ton plan, quoi. D'accord. Oui, c'est en tout cas pas anormal, quoi. D'accord. Alors si ça te dit, mon petit Yves, ça te tente une petite musique, une petite pause musicale ? Ah oui, je veux bien. Oui. Et puis après coup, on revient dans quelques minutes avec les Witches. D'ailleurs, mes très chers Witches, si vous voulez venir nous rejoindre sur le chat, là j'ai vu il commençait à avoir du monde. Il y a Sofiane qui est arrivée, il y a Thalassa, il y a Samalas qui est là, il y a Manzoclac qui est là, donc bienvenue les amis. Il y a Robert, Kadarn également qui sont là, Amulus, Mimi également. Donc venez nous rejoindre sur le chat. Sinon, si vous voulez poser vos questions, à Yves sur comment cultiver la mandragore, peut-être que moi je vais poser des questions ce soir à Yves, mais peut-être qu'il y a des questions que vous avez envie de lui poser que je n'ai pas en tête, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail à contact@witchesradio.fr. Alors mon petit Yves, on va mettre la première musique et c'est Enigma. Ah, un plaisir de toujours écouter, c'est un peu ancien, mais malgré tout qui réveille aussi d'autres souvenirs envoûtants. En plus, alors écoutez bien, prenez vraiment le temps d'écouter cette magnifique musique qui est très connue quand même, envoûtante. Et là, je pense très fort à Mandala ce soir également, parce que je suis sûre qu'il adore cette musique. À tout de suite, mon très cher Yves. Oui, à tout de suite. Le replay, ça s'est passé sur Witches Radio. Witches Radio. Annonce Witches Radio. Chaque vendredi soir de 21h à 23h, retrouvez Mandala Chakra et la team du vendredi soir. Comment trouver la radio qu'il me faut? Une radio sorcière,
mais sérieuse comme il le faut. J'ai enfin trouvé la radio qu'il me faut. C'est Witch's Radio. Oui, Witch's Radio. Witch's Radio, la radio qui va vous enchanter. Et oui, mes très chers amis, Witch's Radio, c'est la radio qui va vous enchanter le cœur, l'âme et l'esprit. Oh là là. La jolie voix de Mandralol, avec ce joli jingle. Si comme Mandralol ou même Laura, vous souhaitez nous faire de jolis cadeaux, comme ça, nous envoyer des petits jingles, eh bien, n'hésitez pas à nous contacter, donc à contact@witchesradio.fr. Donc là, on est de nouveau en direct, les amis. Eh bien oui, pour la suite, des aventures de la Mandragore. Et Yves, franchement, cette musique est magnifique. Et je trouve qu'elle va vraiment en corrélation non seulement avec l'histoire que tu nous as racontée avec ta rencontre avec la Mandragore, parce que là, on entend des chants grégoriens derrière. Et là, ça me rappelle l'histoire que tu nous expliquais quand tu as rencontré la Mandragore dans ce jardin, voilà, enchanté. Et en même temps, eh bien, on entend cette phrase, voilà, je te désire, je te veux. Alors, à mes yeux, quand j'entends ça, avec une émission comme la Mandragore, eh bien, je suis, voilà, une apprentie witch et je me dis, je te désire, je te veux, très chère Mandragore. Ah oui, il faut encore, faut-il pouvoir la mériter. Oui. Mais c'est vrai que dès lors qu'on a entendu parler de Mandragore, personne ne peut résister finalement. La Mandragore, elle est tellement envoûtante. Oui, je te désire. Sauras-tu résister? C'est là la question, mais la question, mais la réponse, on la connaît. Non, on ne peut pas résister. Derrière la Mandragore, il y a une telle attirance par sa rareté, par toutes les légendes qui y sont associées. Finalement, on en veut une. Oui, et c'est ça que je trouve assez fou en fait dans cette plante. C'est toutes les histoires qui entourent cette plante, tout le côté voilà mythique, mystique qui entoure cette plante, le côté magique. Encore une fois, les witches, si vraiment vous voulez connaître tout le côté vraiment pratique magique, écoutez vraiment les replays de Gonmantika avec Mandala Chakra parce qu'il nous en apprend plein de choses. Et ce soir, on avait vraiment plutôt à cœur, voilà, d'expliquer un petit peu aux witches. Et puis en même temps, moi j'apprends aussi, merci Yves, de savoir comment on s'occupe d'une Mandragore, parce que c'est bien beau de dire on peut faire telle et telle chose avec la Mandragore, mais il faut déjà savoir s'en occuper, en prendre soin. Et tu nous expliques là depuis tout à l'heure plein de belles choses très intéressantes et enrichissantes pour nous en tant qu'apprentis witch. Donc merci. Oui, mais finalement, relax à vous toutes et tous. C'est assez facile. Après la première année, je sais que vous en êtes tous capables. Ah, ça c'est beau alors. C'est merveilleux. Yeah. Si les 1 an passent, c'est comme quand on a un enfant en fait. La première année, c'est aussi assez compliqué. La première année, mais après, ça roule quoi. Oui, c'est un peu ça. La première année, toujours, la naissance, la germination, la naissance, plus difficile. Et puis après, c'est plus facile. Il n'y a pas de, on a écarté tous les risques. C'est pour ça que je conseille plutôt d'avoir des plantes qui sont déjà, sans parler de plantes âgées, mais de plantes qui sont sorties de leur jeunesse, quoi. Oui, je comprends. Alors, pendant que l'on papotait tout à l'heure, Mimi m'a transmis une question. Alors, je sais pas si tu l'as vue. Je te l'ai mis sur le chat, sur le côté. En fait, c'est une question de Manzosiak ou Manzokiak. Alors, je m'excuse si j'écorche ton pseudo. Il voulait savoir, en fait, si la Mandragore peut être également cultivée en Martinique. Mais en fait, je pense que tu as déjà plus ou moins répondu à la question de tout à l'heure, puisqu'en fin de compte, elle peut s'acclimater quand même à différents climats, vu qu'on doit la laisser vivre. Alors oui, effectivement, j'ai envoyé déjà des plantes à la Réunion qui sont des climats qui sont à peu près identiques. La plus grosse difficulté, c'est il faut pouvoir lui créer une zone, un moment sec, lui créer un peu sa période estivale de vie ralentie, quoi. Donc, pour pousser, elle va pousser. Elle craint forcément, il n'y a pas de risque de gel, mais elle peut s'épuiser si elle pousse tout le temps. Donc, dès lors que, il faut qu'il y ait un cycle, de préférence un cycle par an, un cycle de feuilles par an, plus après une période de repos par an. D'accord. Et donc du coup, dès lors qu'elle va perdre ses feuilles la première fois, qu'elles vont jaunir, elle va perdre ses feuilles. Là, il faut mettre la plante à un peu un régime sec pour qu'elle croie en fait que c'est l'été.
Parce que si elle continue à recevoir la pluie, je dirais naturelle, parce il peut en avoir, et en tout cas il y en a plus qu'en métropole. Là, soit elle va repousser et risquer de s'épuiser, ou alors pourrir. Donc là, on la met un petit peu au sec, et en général, on arrive à l'acclimater, quoi. Donc voilà, j'espère que Manzosiac est content de la réponse de notre très cher Yves. Entre-temps, et oui, et ça commence à arriver les petites questions, très cher Yves, hein, tu vas voir, ça va pas arrêter. Mais avec plaisir. Alors, il y a Mimi qui pose une question et nous demande, et la mandragore, est-ce que ça gèle l'hiver? Alors, j'ai cru comprendre que oui. Donc, il faut faire attention. Non, moi toutes mes mandragores sont dehors l'hiver. Alors même si je suis dans le midi toulousain, mais on a eu des hivers parfois à -10, -12, même plus, hein, ou plus bas. Elles restent toujours, elles sont toujours dehors. Je les protège pas. Alors il y a une année, j'avais mis des feuilles de chêne étendues sur les pots, et puis finalement avec ou sans, enfin j'en ai pas perdu. Donc bon, là quand il y a des feuilles qui tombent naturellement, je les laisse sur le pot, mais sinon je les laisse comme ça. Alors je sais pas si t'as remarqué Yves, mais moi j'ai tendance à dire oui, ça gèle. Pourquoi? J'ai vraiment tendance à ça, surprotéger. Il faut que j'arrête de penser à ça, c'est un truc de fou. Donc non, ça ne gèle pas, les amis. Donc j'espère que Mimi, je suis contente de la réponse. En fait, peu importe l'endroit, encore une fois, où nous nous trouvons, comme nous explique Yves, en fait, il faut la laisser vivre. Et puis il y a quand même des petites subtilités, voilà, à avoir, que l'on m'a décortiqué ce soir, notamment. Alors, donc, je t'ai envoyé un plan avec plein de questions, mon très cher Yves. Alors déjà, la première question, moi, que je me pose, et j'imagine que les witches c'est pareil. Donc, par exemple, donc j'ai une apparition d'une première feuille uniquement, et puis après plus de pouces. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai plus de pouces? Donc tu nous as un petit peu expliqué tout à l'heure, mais est-ce que tu veux un peu plus développer? Alors oui, enfin si la plante était jeune au départ, elle ne fait pas beaucoup de feuilles, donc elle peut faire une feuille, 2 feuilles, et puis après elle se met en vie ralentie. Voilà sa contribution pour l'année. Ça c'est une explication. L'autre explication, c'est que soit il y a eu trop d'humidité ou trop sec, elle croit déjà que c'est la période estivale, donc elle se met en vie ralentie, ou les autres feuilles ont été mangées par des parasites, ou bien le sol ne lui convient pas, ou l'exposition ne lui convient pas. Si c'est un sol trop particulier ou trop calcaire, ou alors pourtant la mandragore n'est pas difficile. Elle réagira négativement que si vraiment les sols sont vraiment très atypiques, mais dans l'immense majorité des cas, déjà quand je les cultive ou quand je les envoie en pot, si elles restent dans les pots que j'ai fournis avec la terre, il n'y a aucun risque qu'elles fassent ça difficile. Je les cultive toutes de la même manière, à savoir le terreau, enfin c'est le substrat, c'est pour moitié de la terre de jardin, et pour l'autre moitié un terreau de feuilles décomposées mélangées là à part égale. Voilà un peu ce qui compose le substrat de la mandragore, avec un peu d'engrais liquide pendant la période de pousse. Voilà, et l'engrais liquide avec parcimonie, forcément, parce que c'est pas une plante qui a un gros développement. Il faut pas surdoser et risquer de brûler les feuilles et la racine, parce qu'on sait les engrais nourrissent la plante, mais à forte dose peuvent lui être nuisibles, quoi. Donc voilà, en fait pour la mandragore c'est relativement simple, au moins pour la mandragore officinale, qui est quand même la plus courante, ou éventuellement avec la mandragore automnale. Alors à noter peut-être que la mandragore automnale est peut-être un peu plus sensible au froid que l'officinale. D'où son origine un peu, où il en resterait encore dans les Alpes pour l'officinal, et puis après pour l'automnal, à savoir l'Espagne, l'Italie, la Grèce, Chypre, le Maroc, qui sont quand même des contrées où il fait un petit peu moins froid, quoique dans l'Atlas il peut faire froid également, mais la mandragore automnale est peut-être un petit peu plus sensible au froid que sa cousine l'officinale. Voilà. D'accord. Est-ce que tu peux aussi nous conseiller de mettre un petit peu des copeaux de bois légers sur la terre, ou alors non, pas besoin, pour protéger un peu la terre en hiver, ou pas du tout?
Alors ça sert aussi pour l'hiver, mais également pour l'été, pour éviter le dessèchement du pot, qui est les copeaux de bois, ou des écorces ou des restes de gazon. J'ai mis aussi parfois des restes de gazon. Ça fait un petit mulch à la surface. Ça maintient l'humidité en dessous et ça évite que d'autres adventices, des mauvaises herbes, on va pas les appeler mauvaises herbes, mais viennent s'installer dans le pot également, quoi. Voilà. Mais oui, c'est faisable. Et justement, c'est bien que tu précises, parce que c'est vrai, quand on tond par exemple la pelouse, souvent on a tendance à mettre la pelouse tondue dans un sac et l'emporter après coup ailleurs, alors qu'on peut l'utiliser pour le compost notamment, et aussi pour les mettre les morceaux d'herbe à côté de nos plantes, les choses comme ça, notre jardin, pour les poules aussi, parce qu'elles aiment beaucoup les herbes. Les poules. et aussi, alors question, où est-ce qu'on pourrait privilégier la pousse de la mandragore dans un jardin? Est-ce que le fait qu'elle soit à côté d'animaux, notamment des poules ou autre chose, des cochons, des lapins, etc., ça peut être positif? Ou alors est-ce qu'on doit se créer un coin vraiment consacré aux plantes médicinales notamment? Ou est-ce qu'on peut même aussi le mettre carrément dans notre jardin où on a nos pommes de terre qui poussent? Ou en fait, peu importe. Alors je dirais, les plantes. Alors j'aime bien le côté paysager. On peut associer la mandragore ou d'autres plantes, faire des associations de plantes. Ceci dit, j'aime bien avoir la mandragore de manière séparée, parce que pour savoir où elle est, parce que si elle est dans un massif avec d'autres plantes, il faut vraiment bien la matérialiser, parce que si on veut remettre par exemple d'autres plantes et qu'on vient gratter au moment où elle est en vie ralentie, on risque de déterrer et casser la racine. Donc, faut savoir bien où elle est. Après, quant aux poules, alors les poules peuvent être bénéfiques par les fientes qui enrichissent le sol, mais nos amis les poules ont parfois tendance un peu à gratter ou surgratter au niveau du pied de la mandragore, le terreau, un peu casser les feuilles ou picorer même les feuilles, voilà, et qui peuvent nuire quand même à la mandragore. Je vais pas dire que la mandragore elle est fragile, mais face aux poules, même si la poule a l'air assez inoffensive, la présence de poules dans le jardin n'est pas anodin, et elle gratte quand même pas mal, quoi. Et ce qui peut nuire à la mandragore, même si la poule en déambulant parmi les plantes va la débarrasser d'escargots, de limaces, de chenilles qui pourraient traîner autour de la mandragore. Alors ça, c'est vraiment le côté vraiment très positif des poules, mais par certains coups de bec mal placés pourraient nuire à la mandragore, et je parle pas de la nuisance qui pourrait être causée aux fruits. Si on a des fruits, je pense que les poules pourraient s'attaquer aux fruits de mandragore qui sont en train de mûrir, quoi. J'ai vu ça effectivement, parce que j'ai un petit mûrier à côté, les poules sont pas loin, et elles sont amusées là cet été à picorer les petites mûres. le plan de mûrier. Et effectivement, donc moi personnellement, c'est vrai que j'évite de mettre mes plantes à côté de mon poulailler. Mais bon, c'est toujours bien aussi d'avoir ton retour, parce que en tant qu'expert, parce que c'est vrai qu'on peut pas forcément avoir un grand jardin aussi. Donc si on va avoir des poules, des plantes, des choses comme ça, il faut savoir un petit peu comment les positionner, tout ça. Autre question, est-ce qu'on a par exemple un endroit en particulier, plutôt au nord, plutôt au sud, plutôt à l'est, à l'ouest, ou alors ça n'a pas d'incidence? Alors au niveau exposition, les miennes pour la plupart, des mandragores officinales ou automnales, elles sont exposées mi-ombre, parce que la plupart sont en pot, comme je disais, et donc ça permet de leur faire un petit couvert, un petit couvert, et elles sont pas exposées au soleil pendant les heures les plus chaudes. Donc les feuilles flétrissent moins et rentrent un petit peu moins rapidement en période de vie ralentie, pendant la période estivale. Voilà, ça permet de les protéger un petit peu. Mais dans la nature, ou même certaines plantes que j'ai mis en pleine terre, j'en ai eu exposées plein sud, même au nord de Toulouse, où elles supportent très bien la chaleur. Voilà, mais en pot, vaut mieux, je pense, mi-ombre.
Merveilleux, mon très cher Yves. Est-ce qu'il y a d'autres plantes que l'on peut mettre à proximité de la mandragore? Par exemple, je pense, je sais pas, la belladone, des choses comme ça, ou alors il est vraiment préférable qu'elle soit vraiment seule dans son coin? Non, pas nécessairement seule. Alors le plus important, c'est qu'elle soit pas étouffée par les autres. Ouais. La mandragore, ou les mandragores, pour la plupart, on forme une rosette au sol. C'est-à-dire que elles déjà, du fait de leur rosette, elles s'arrangent pour qu'avec leurs feuilles, étant en rosette, ça fasse un peu entonnoir et se récupère l'eau qui tombe. Voilà. Et aussi par l'ombre que va faire leur feuille sur le sol, ça évite que d'autres adventices poussent trop ou trop près d'elles. Donc elles opèrent un couvert sur le sol pour la lumière et donc moins d'adventices à pousser en dessous et puis elles récupèrent l'eau. Mais après elles peuvent être aussi victimes de d'autres plantes qui opèrent la même stratégie. Il faut pas qu'elles soient trop à l'ombre ou qu'une plante leur fasse trop d'ombre, je dirais trop direct, quoi. Il faut quand même qu'elles puissent avoir de la lumière pour qu'elles puissent se développer. D'accord. Alors c'est vrai que Mimi a dit dans le chat que la belladone est toxique, mais en plante, quand tu les fais pousser, en soi, il n'y a pas de particularité qui peut s'opérer dans ton jardin, si tu les mets les unes à côté des autres. Non, il y a pas de difficulté, de mettre une plante toxique à côté d'une qui ne l'est pas. Par contre, quand on récupère, on peut faire pousser une mandragore à côté de blettes, même si elles ont des cycles différents. Bon, il faut pas se tromper en ramassant les feuilles, de ramasser des feuilles de mandragore pour en faire un soufflé aux blettes. Ce serait plutôt dommageable pour la plante et puis peut-être un peu parce que la mandragore c'est une plante qui est de la famille des solanacées, donc il y a des composés on peut dire toxiques pour les humains. Après il s'agit forcément d'une question de dose d'absorption, mais bon il faut éviter de manger des feuilles ou des morceaux de racines, quoi. Et c'est vrai que c'est pas bête. Effectivement, quand on connaît pas bien les plantes, il faut faire attention à ce qu'on fait pousser. Et le mieux, c'est de mettre des petites étiquettes et connaître un peu plus la plante en question et notamment comment elle évolue dans sa pousse. Et je sais qu'il existe un logiciel sur une application sur le téléphone portable où quand justement tu prends en photo une plante, elle te dit ce que c'est. Je sais pas si tu connais. Oui, effectivement, il y a plusieurs applis qui existent sur la base des connaissances et qui est enrichi par les personnes qui photographient ou des botanistes. Je l'ai pas essayé sur la mandragore. Mais il peut y avoir certaines sources de confusion avec la rosette de mandragore, notamment comme certains plantains, le plantain majeur ou qui peut former une rosette au sol. Ou bien la cardère aussi. La cardère, la première année de pousse de cardère, elle forme également une rosette. Sauf sur la cardère, sans rentrer trop dans les détails, mais la cardère a des épines sur les nervures que n'a pas la mandragore. Après, il suffit juste de connaître un peu et peut-être que le logiciel peut aider justement à une bonne identification. D'accord. Et donc toi, quel type d'outil tu utilises pour t'occuper de tes plantes? T'as un sécateur, un couteau, un ciseau particulier? Non, rien finalement, mes mains. D'accord. mes mains, puis après un plantoir si j'ai besoin d'en planter. Mais voilà, les mains, les yeux pour regarder, et puis le pinceau pour la pollinisation. Ça, ce sont des gestes fins que j'opère, une pollinisation, assistée. Notamment lorsqu'il fait froid en janvier, parce que la pollinisation elle est surtout faite par les insectes, bourdons ou abeilles qui sortent pendant les journées ensoleillées, et donc si vraiment il pleut beaucoup les jours de floraison, ils viseront pas les fleurs et elles seront pas fécondées. Donc après une plante fait beaucoup de fleurs, donc les fleurs qui seront pas fécondées vont faner, ceux-là ne feront pas de graines, pas de fruits, pas de graines, mais après il y aura d'autres fleurs qui vont sortir quelques jours ou
ou semaines après, et qui elles peut-être auront une chance d'être fécondées. Mais après, pour augmenter un peu le pourcentage de fécondation, ou au moins pour certaines espèces comme l'automnale ou celle du Turkménistan, là j'y vais avec le pinceau pour vraiment mettre toutes les chances de mon côté pour avoir un peu de quoi. D'accord. Alors moi j'ai remarqué, ça arrive par moments que sur les feuilles, c'est des petites traces blanches qui se mettent. Alors moi personnellement, je sais que je nettoie les feuilles avec un petit pinceau qui est mouillé pour enlever ces petites pellicules blanches. Est-ce que je fais bien de faire ça ou pas du tout? Alors après, c'est peut-être un excès de soins, voilà. Mais la mandragore, non, normalement, on n'a pas besoin de soins particuliers ni de nettoyage. Juste la laisser tranquille, je dirais, c'est peut-être le mieux. Alors sauf si vraiment elle a pris des cendres ou mais après non. Si tu lui fais un arrosage, voilà, avec l'arrosage, ça va chasser les poussières qui peuvent être dessus, sauf si c'est en fait l'eau d'arrosage qui après en séchant fait un dépôt calcaire. Mais après, même avec un dépôt calcaire, ça ne va pas nuire, ça va pas nuire à la plante, quoi. D'accord. Donc encore une fois, je suis peut-être trop petit soin. Oui, il faut pas en faire trop. Alors je chante autour d'elle, je lui parle. Donc c'est vrai que tout à l'heure tu nous avais dit qu'il fallait quand même se mettre à sa hauteur pour s'occuper d'elle. C'était quand même préférable. Oui, c'est parce que ça permet de la voir, pouvoir l'approcher de près, regarder de près, même regarder les fleurs à la loupe ou les soies qui sont autour de la pilosité qui est autour des fleurs. Ça permet vraiment de l'approcher, de la comprendre peut-être un petit peu plus, de la côtoyer. Ouais, tout à fait. En fait, c'est ça. En fait, c'est d'apprendre à la côtoyer et de la découvrir. En fait, surtout quand c'est la première fois, tu vois, tu te dis waouh, comment ça marche et tout. Oh là là, ça pousse. Oh là, ça pousse plus. Qu'est-ce qui se passe? Tu vois, en fait, un petit peu dans ce côté. Toi, t'as plus l'habitude maintenant. Mais pour des gens qui découvrent, moi, je viens de la ville, j'habite maintenant à la campagne et je découvre vraiment tout comment ça se passe, de s'occuper des plantes, d'un jardin, des poules et tout ça. Et c'est vrai que t'as tendance à trop vouloir en faire. Alors qu'en fait, il faut vraiment laisser les choses se passer naturellement et ne pas stresser pour rien. De toute façon, c'est comme quand tu as un enfant, c'est pareil. Hein. Voilà, mais c'est toujours c'est important d'avoir ces retours-là d'un professionnel comme toi, parce que bien évidemment, quand tu débutes et que tu découvres tout ça, tu te demandes si tu fais bien les choses ou pas. Donc, trop l'excès, c'est pas bon, les amis. Donc voilà, ne faites pas comme moi. Oui, c'est exactement ça, Lina. Il faut quand même avoir un œil, regarder, surveiller de loin, intervenir si besoin, mais laisser faire, quoi. On la regarde, on peut la côtoyer forcément, mais ne pas toujours être sur son dos. Voilà. Alors j'ai une autre question. J'habite en ville. J'ai un petit balcon, mais vraiment un tout petit balcon. Comment ça se passe pour avoir une mandragore, pour s'en occuper, pour qu'elle puisse pousser? Là aussi en ville, elle peut évoluer. Ah oui, pas de souci. J'ai des personnes à qui j'en ai fourni et qui habitent en ville, région parisienne. Voilà, sur un balcon. Là, en pareil, de préférence soleil levant, avec un arrosage complémentaire si elle ne reçoit pas les pluies naturelles. Et puis dans son pot ou plus ou moins gros sur le balcon, au mieux s'il y a un peu de débord pour pouvoir avoir les pluies. Mais les mandragores poussent bien et fleurissent comme je dirais comme à la campagne, quoi. La seule différence, effectivement, c'est si on la laisse à la maison parce qu'on n'a pas de balcon, au maximum, je suppose, proche d'une fenêtre, elle reste en pot, mais ça, c'est pas un problème. Ce qui veut dire aussi, c'est que comme elle a pas l'eau, la pluie de dehors, il faut peut-être l'arroser et faire attention à ça. Même si en même temps, faut pas non plus trop l'arroser, mais quand tu la mets dehors, forcément t'as la pluie naturelle qui vient, donc t'es peut-être moins à l'affût de l'arrosage. Tu me dis si je dis des bêtises.
Alors, une plante, enfin pour les gens qui n'ont pas de balcon et une plante qui serait, vouée à rester 100% du temps à l'intérieur. Alors je dirais malheureusement c'est une plante qui est vouée, ou c'est une expérience qui est vouée à l'échec. À court ou moyen ou long terme, parce que la plante, il lui faut un changement de température et des changements de niveau d'arrosage. Il faut qu'après ça pousse au printemps, le sol s'assèche et voilà, donc le sec on peut le faire, mais après d'avoir une période plus humide et avec un peu de froid au départ pour après pour que ça suscite le réveil de la plante. J'ai peur qu'en appartement, si elle est 100% du temps en appartement, il n'y a pas cette période un peu de froid, de repos et qui lui permettent vraiment de se reposer et de repartir. Voilà, à essayer, mais je suis assez sceptique en fait pour la conservation d'une plante sur le temps, quoi. Alors c'est peut-être pour ça, alors en fin de compte, qu'on a autant de personnes qui ont des difficultés à la faire pousser, puisque on a quand même beaucoup de personnes qui habitent en appartement, en ville, et donc effectivement il y a une complexité qui s'opère pour la mandragore, quoi. Alors oui, j'entends, mais là probablement l'excès de soins et c'est souvent ce qui nuit le plus. Mais après, des gens qui n'ont pas de balcon, dès lors qu'il y a une fenêtre et s'ils ont la possibilité de mettre la plante à l'extérieur, même si elle reçoit pas beaucoup d'eau, mais de pouvoir complémenter en eau, mais le fait qu'elle soit à l'extérieur, parce que l'air n'est pas sec comme il pourrait être dans un appartement, voilà. Et là, il y aura des changements climatiques qui vont s'opérer comme si elle était au niveau du sol dans un jardin ou à peu près, et ça nuira pas réellement à la plante. Mais vraiment, il faut qu'elle passe la plupart de son temps dehors. D'accord. Mimi propose la cave, mais bon, la cave, il y a pas la lumière, et la lumière c'est important pour une plante. Alors oui, tout à fait. La cave ne conviendra pas parce qu'il faut de la lumière. Voilà, parce que même pendant sa période de repos, la mandragore, n'est pas insensible aux variations lumineuses, parce que de l'endroit où sortaient les feuilles, il y a quand même le sol ne se rebouche pas. Le bourgeon qui est en vie ralentie est un peu comme un œil qui capte la lumière ou les restes de lumière qui passent au travers la terre ou le reste de feuilles, et la luminosité avec la température plus la pluie, tout ça aide la plante à savoir ou à identifier le bon moment pour ressortir, quoi. D'accord. Alors on a une autre question, là je vois un petit peu ça papote sur le chat. On a une autre question de Manzo Clac, qui nous pose la question, qui nous dit où est-ce qu'on peut s'acheter des graines de mandragore, et est-ce que tu en vends, Yves? Alors oui, je vends aussi des graines, mais finalement relativement peu, parce que je déconseille plutôt les graines, et comme c'est assez difficile à faire germer, maintenant j'en vends moins. Au départ j'en ai vendu un peu, mais après les gens me disaient mais oui, mais ça c'est pas des bonnes graines, ça germe pas. Enfin, si ce sont des bonnes graines, ça germe bien, mais la levée est quand même assez aléatoire, et pour un amateur, je lui conseille quand même vraiment d'acheter une plante. Alors c'est un budget un petit peu plus élevé que des graines, mais finalement si on fait 2 ou 3 tentatives avec des graines, finalement ça fait le prix d'une plante, et puis un amateur n'est peut-être pas sûr de pouvoir mener une plante ou une jeune plante à bon port ou à maturité à l'âge adulte. Finalement, il aura dépensé de l'argent et du temps pour pas grand-chose. Oui, vaut mieux, je pense, qu'il achète une plante, et là, il est sûr d'avoir déjà une plante qui est, on va dire, tirée d'affaire et qui peut fleurir. Voilà. Et j'en suis la preuve, les amis. Je peux vous dire, j'ai acheté une plante de mandragore, et je peux vous dire, elle est là, quoi. C'est juste magique à vivre, quoi, au quotidien.
Oui, parce que c'est frustrant de semer des graines. Alors même si je doute pas du côté botaniste que chacun d'entre vous pouvez avoir, mais un peu frustrant de semer des graines. Et puis la mandragore, ça se joue sur un temps long, plusieurs années pour avoir des fleurs, une première année pour avoir une petite pousse. La racine elle rend presque insignifiante la première année. Il y a une belle racine qu'après 3-4 ans, voilà, il faut du temps et ça peut être frustrant de démarrer par le semis. Ouais, je trouve que je conseille plutôt de démarrer par des plantes, quoi. D'accord. Et si on a besoin de te contacter, comment ça se passe? Alors pas de souci. Alors je sais pas, Lina, si tu communiqueras mes coordonnées mail sur le chat. J'ai une adresse mail mandragore81@orange.fr. Ça c'est l'adresse que vous pouvez sur laquelle vous pouvez me contacter pour des conseils ou si vous voulez des plantes. Hein. Mais même pour des conseils, je reçois assez régulièrement des gens qui me demandent des conseils sur le mode de culture ou les expositions. Voilà, qui sont inquiets, allez-y, sans souci, j'y répondrai. Alors, mandragore comme la mandragore, le chiffre 81, arrobase, parce que il dit at, mais c'est arrobase en fait. Oui, c'est arrobase, oui. Ceux qui comprennent pas le at, orange.fr. Donc, je viens de mettre le mail sur le chat. Alors, forcément, il y a des choses qui vont peut très certainement se passer dans ton futur, des projets, des choses comme ça à venir. Alors oui, autour de la mandragore forcément, parce que moi là je suis en train de réaménager le jardin avec une partie un peu plus grande pour la pépinière de mandragore, pour les accueillir au jardin. Donc là, elles sont pas encore relocalisées, mais elles seront au printemps prochain. Et puis en parallèle, je prépare une reconnaissance par le CCVS, c'est un conservatoire des collections végétales spécialisées. J'ai été agréé, collection agréée mandragore l'an passé, et j'espère avoir le titre de collection nationale de mandragore pour le printemps prochain. J'espère. Waouh. C'est un processus qui peut demander du temps parce qu'il y a tout un tas de critères qu'il faut réunir. J'y travaille, ça fait un moment que j'y travaille, donc j'espère. C'est une belle récompense, mais surtout en fait, c'est de pouvoir multiplier la plante et le titre de collection nationale. Ça peut permettre de faire vivre la pépinière, mais c'est-à-dire de pouvoir perpétrer l'élevage des mandragores, même si c'est plus moi qui m'en occupe après, mais quelqu'un d'autre peut reprendre le flambeau, quoi. Oui. Et tu sais que ce que je trouve merveilleux en fait, c'est qu'on a beaucoup de chance parce que on sent que tu es vraiment passionné par la plante. Donc merci Mandala Chakra encore une fois de nous avoir fait découvrir ta passion autour des plantes et notamment de la mandragore, parce que sans Mandala en fait j'étais même pas au courant qu'il existait un passionné de mandragore en France, quoi, hein, je vais te dire. Et franchement les amis, allez redécouvrir ou découvrir l'émission de l'année dernière avec Yves Coconnier, pardon. Je suis émue en fait, donc quand je suis émue, je bégayais. Pas de souci. Et parce que cette émission, elle était magnifique, vraiment, et on apprend tellement de choses grâce à Mandala et Yves dans cette émission. Et vraiment, si vous êtes passionné aussi de mandragore, écoutez les Godmantica, intéressez-vous aux mythes, à tout ce qui entoure l'histoire de la mandragore, quelles sont les choses magiques autour de la mandragore dans notre pratique notamment. Voilà. Intéressez-vous à l'histoire de la mandragore avant d'avoir une mandragore entre vos mains et avoir la chance d'avoir une mandragore entre vos mains, parce que je trouve à mon sens qu'il n'y a rien de plus beau, en tout cas c'est mon ressenti personnel, de connaître d'abord l'histoire qui entoure cette plante, parce qu'elle est là depuis très longtemps cette plante. Hein. Elle n'est pas arrivée au moment d'Harry Potter, hein, je vous le dis. Hein. Harry Potter l'a fait découvrir au Moldu, mais c'est une plante qui existe depuis l'Antiquité. Donc si elle est toujours là aujourd'hui, c'est qu'il y a bien une raison. Et franchement Yves, chapeau, parce que si tu réussis à avoir justement ce saint graal du botaniste, c'est juste magique, quoi.
J'espère, j'y travaille, mais il y a parmi les mandragores, les officinales, automnales ou celles du Turkménistan sont relativement simples. J'ai aussi une dans la collection parce qu'il y a 4 espèces. Donc j'ai cité les 3 précédentes et une autre qui pousse dans l'Himalaya, Mandragora colescens, qui elle a un look un petit peu différent avec des fleurs jaunes ou noires, mais qui est vraiment beaucoup plus difficile à cultiver. Donc j'en ai en culture, mais pas encore à la vente parce que il faut que j'apprenne un peu plus sur cette plante-là. Mais oui, aussi, je confirme la mandragore a des histoires, est connue depuis, on peut dire la nuit des temps, et même, je dirais, de manière formelle, parce que chez les Égyptiens, 1550 avant notre ère, sur les papyrus égyptiens, donc dans l'Égypte pharaonienne, il y avait, on faisait état de mandragore. Alors après, il y a eu différentes légendes parce que c'est une plante qui a des vertus, qui agit sur l'organisme. Donc les gens ne sachant pas comment interpréter les effets qu'ils voyaient sur l'organisme, on prêtait des pouvoirs magiques ou maléfiques à cette plante-là et à la personne qui les utilisait, et ça a coûté le bûcher même à certaines personnes, tout comme Jeanne d'Arc. On disait qu'elle avait une mandragore ou une racine de mandragore sur elle. Alors après je sais pas, j'étais pas là pour voir. Et puis après plein d'autres légendes, comme celle qui disait que dans le jardin d'Éden, avec l'histoire d'Adam et Ève, vous savez probablement que Ève a été tentée, on lui a proposé une pomme, peut-être par le serpent qui l'a incité à croquer dans la pomme, mais la pomme c'est peut-être pas une pomme de pommier, serait peut-être même une pomme de mandragore, parce que les fruits de mandragore, et notamment de la mandragore officinale, c'est des fruits qui sont vraiment très gros, jusqu'à 5-6 cm de diamètre. Donc imaginez-vous, 5-6 cm, c'est plus gros qu'une balle de ping-pong, et ça peut faire penser à une pomme de pommier, mais qui est beaucoup plus parfumée que la pomme de pommier, et a un parfum étonnamment envoûtant, et qui peut ressembler à celui du melon, fruit de la passion, banane, kiwi mélangé, mais très très fruité. Et là, dans ce cas-là, je comprendrais aisément que la pauvre Ève n'ait pas pu résister à la tentation. Alors en plus, je sais pas si tu le sais, Yves, alors déjà c'est passionnant ce que tu dis, mais je sais pas si tu le sais, je suppose que oui, mais on dit aussi que le fruit défendu, donc la pomme, c'est aussi donc la pomme de la connaissance, et qu'elle a goûté au fruit de la connaissance. Et donc si effectivement cette pomme serait peut-être le fruit de la mandragore, ça voudrait aussi peut-être dire au niveau du symbolisme que la mandragore serait quand même le symbolisme de la connaissance alors. Ah oui, parce que du fait de toutes les légendes, c'est bien simple, hein, aucune plante n'a autant de légendes que la mandragore, parce que il y a des vertus, il y a une connaissance qui est derrière, il y a le côté mythique, et qui appelle justement à toutes ces connaissances, ou la recherche, et qui est véritablement fabuleux. Voilà. Mais après, la mandragore a été utilisée justement avec une connaissance, mais là plutôt pharmaceutique, ou pour la médecine animale ou humaine. Il faisait état dans certains guides de pratique, ou d'usage de mandragore. Alors moi, est-ce que c'est mandragore officinale ou automnale, on ne sait pas, parce que les deux étaient rassemblés sous le même genre, étaient considérés comme synonymes. Et en Angleterre et en Allemagne, il y avait des recueils qui parlaient de la mandragore et de la façon de se soigner avec la mandragore. Alors que pourtant en Angleterre et en Allemagne à cette époque-là, la mandragore ne poussait pas naturellement. C'est donc des plantes qui avaient été apportées ou par le bouche à oreille, ou empiriquement. On rapportait, que les pouvoirs de la mandragore. Et c'est pour ça, qu'elle est connue dans toute l'Europe pour ses vertus. Parfois exagérées, mais pas toujours.
C'est magnifique, vraiment. Merci Yves, vraiment. On pourrait effectivement, conclure entre guillemets, parce que l'émission n'est encore pas finie, il reste une demi-heure, mais que la mandragore serait aussi la plante de la connaissance, quoi. Si en gros on sait faire pousser une mandragore au niveau symbolique, bien on a quand même des secrets sur la nature, notamment sur certaines plantes et notamment cette plante-là, quoi, qui est très importante. Ah oui, tout à fait. Quelqu'un qui arrive à faire pousser une mandragore, respect à vous, parce que c'est aussi un challenge pour vous. Mais là encore, je suis persuadé que vous êtes tous et toutes capables d'y arriver. Donc tu comprends d'où mon côté protectrice. Oui, mais il faut pas trop en faire, mais juste laisser aller, surveiller de loin. On est là s'il faut, mais voilà, faut la laisser pousser et l'observer, c'est vraiment un grand plaisir. Mon très cher Yves, avant de passer ta deuxième musique Enchanteresse, c'est magique, je me posais la question. J'imagine Yves dans sa pépinière. Est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer comment est positionné tes plantes, tes outils quand on entre dans ton jardin? Alors, j'aime beaucoup la botanique et tu sais, enfin il y a le dicton, ce sont pas toujours les cordonniers les mieux chaussés. Alors j'ai un jardin, j'habite à la campagne, j'ai beaucoup de plantes. Alors c'est pas forcément ordonné, une partie un peu avec différents thèmes. Et puis après, là, je vais installer la petite pépinière de mandragore dans un endroit du jardin par espèce, en fonction des conditions de soleil. Pour certaines un peu plus que d'autres. L'himalayenne, elle sera un peu plus à l'ombre. Pour éviter les fortes chaleurs et le soleil trop violent du sud. Voilà. Après, l'immense majorité des plantes, ce sont des plantes que j'ai en pot. Alors, je cultive les plantes dans ce qu'on appelle des pots rosiers qui font 15 cm par 15 cm. Donc déjà, c'est un pot qui est assez gros en haut. Et surtout un pot profond. Les pots font presque 25 cm de profondeur. Ça permet à la racine de bien se développer et à la personne qui va acquérir les plantes d'avoir une plante avec une belle racine et pas une plante, parce que parfois, bon, j'en ai vu soit en ligne ou des personnes qui en vendaient et ils les cultivent dans des vulgaires godets, et là au bout d'une année, mais la plante elle se met à tourner en rond dans le godet, on n'a pas une belle racine. Je dirais c'est un peu je vais pas dire pitoyable, mais pour une mandragore, elle mérite mieux que ça. Il faut vraiment une belle racine. Alors après, la racine n'est pas toujours de forme de forme humaine. Ça, dans les légendes, on parle beaucoup de forme humaine, mais bon, maintenant, j'arrive à cultiver des plantes qui ont plus souvent quand même une forme humaine ou à trois ou quatre racines plutôt que des racines simples. Mais dans la nature, bien souvent, les mandragores ont une racine unique, un peu comme une carotte qui s'enfonce profondément. Mais après, pour les besoins de la pépinière et puis des travaux de recherche, j'ai réussi à avoir des mandragores vraiment avec des corps d'hommes ou de femmes, c'est-à-dire avec un corps et deux magnifiques jambes longues, fines. Voilà. Et c'est ce qui faisait rêver dans l'Antiquité et les légendes, et qui a mis et qui agaçait très fortement le clergé, d'avoir une plante qui, en plus d'avoir des vertus qui ne contrôlait pas, d'avoir une forme de femme, quoi, d'un corps de femme. Et là, c'était très très mal vu, quoi. Ah bah, je suppose effectivement avec ce corps particulier qu'est la mandragore, ça devait être particulier à vivre pour eux, je suppose. D'autant plus. J'avais une question à te poser, mon très cher Yves. Est-ce que tu connais le gardien des roses ? L'histoire du gardien des roses. J'ai découvert ça il y a quelques temps maintenant. C'est un monsieur comme toi qui est passionné aussi de jardin, de fleurs, de plantes, et notamment de roses. Et donc il travaille depuis de très 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 nombreuses années chez un monsieur qui possède un grand château en France.
On ne connaît pas le château, hein, c'est secret. Hein, cette histoire, elle est secrète. Et ce monsieur est tellement passionné de roses, il les bichonne et il fait des choses aux plantes notamment. Il leur parle, il leur chante des chansons. Et depuis qu'il s'occupe, des rosiers de ce grand monsieur de ce château, les roses poussent mais d'une puissance phénoménale. Et c'est l'un des plus beaux rosiers qui existent a priori en France. Donc, on ne sait pas où se trouve le lieu parce qu'ils veulent pas dire où c'est précisément, mais ce monsieur s'appelle le gardien des roses et il y a toute une histoire autour de ce monsieur qui justement utilise la musique, leur parle, à une façon très particulière qui lui est propre de s'occuper de ses plantes et notamment de ses roses. Et je voulais savoir si tu avais un petit peu ce même côté-là que ce monsieur-là. Pour t'occuper de tes plantes, est-ce que tu as un petit rituel personnel qui t'est propre ou alors non, tu fais les choses instinctivement par passion, mais il n'y a pas tout ce côté un peu plus intérieur et mystique? Non, alors pas de musique, mais c'est vrai que j'entretiens avec les mandragores une relation un peu particulière, sans forcément leur parler, mais je les regarde, voir si visuellement elles manquent de rien. Je regarde, je touche un peu les feuilles, je sens, voilà, c'est juste une présence. Enfin, essayer d'avoir un peu de je vais pas dire d'empathie, mais de regarder. Voilà, voir si tout se passe bien, les côtoyer. Oui. Voilà, je dirais juste ça entre guillemets. Les préserver, les protéger quelque part. Voilà. Ah oui. Ouais. Alors il y a Robert qui pose une question très intéressante, mais tu as déjà répondu tout à l'heure, me semble-t-il, parce que c'est vrai que tu nous parles beaucoup du pot pour cultiver les mandragores, mais on peut effectivement les mettre aussi en pleine terre. Ah oui, c'est faisable également hein, pour ceux qui veulent, s'ils sont sûrs de pas avoir à déménager, parce qu'on peut toujours ressortir après la terre, la mandragore qu'on aura mis en pleine terre si on déménage, mais je dirais à l'état naturel, les mandragores pousser en pleine terre. La technique de faire pousser des plantes en pot, c'est quelque chose qui est arrivé bien après l'apparition des plantes. Là encore, elles n'ont pas attendu après l'homme pour pousser, enfin ou se mettre en sécurité ou trouver les conditions qui leur convenaient. Mais oui, en pot ça va, mais en terre aussi. Voilà. Elles seront peut-être, je vais pas dire plus fortes, mais j'ai eu en pleine terre un pied de mandragore officinal qui une année, enfin c'était assez exceptionnel, a fait 19 ou 20 fruits. Ouais. C'était énorme, énorme. Ouais, 20 fruits, c'est énorme. Oui, énorme. Déjà tout à l'heure avec le chiffre 7, c'était énorme aussi, hein. C'est un symbolisme autour du 7. Ouais. Alors au niveau du parfum, je te dis pas, c'était envoûtant. Ah ouais, j'imagine. Alors, pour revenir un petit peu à la question de Robert, alors moi, c'est vrai que j'ai laissé ma mandragore en pot, elle est dans mon jardin, et le pot, en fait, que tu nous transmets quand tu nous envoies la plante, bah moi, je l'ai laissé dedans, et en fait, il y a des trous, hein, donc moi, je l'ai pas mis sous une coupelle, je l'ai vraiment laissé par terre, dans l'herbe, en fait, et j'ai vu, parce que je l'ai déplacé, justement, avant qu'on fasse l'émission, je l'ai déplacé, et en fait, j'ai vu qu'il y avait déjà de la germination qui venait de la terre, qui était accrochée au pot, tu vois. Donc c'est vraiment qu'elle pousse aussi dans la terre, quoi. Elle est pas que dans le pot, surtout si on n'était pas de coupelle entre le pot et le sol. La mandragore va vraiment aller épuiser la terre qui se trouve sous le pot, quoi. Donc effectivement, la réponse, elle est toute somme trouvée. Elle peut aussi pousser totalement en pleine terre, quoi. Oui, enfin, effectivement, tu le dis. Parfois, la mandragore est tentée de s'échapper du pot par le fond et d'aller, je dirais, voir un petit peu plus loin dans votre sol, hein, de aller voir pour trouver un peu plus de nutriments, un peu plus d'humidité. Alors la technique de la mettre dans une coupelle, ça c'est bien, notamment pour le printemps. Ça lui permet de suppléer un peu à
à des arrosages, parce que bon, la mandragore, notamment au printemps, quand il y a les premières fortes chaleurs, où il fait chaud, on peut voir le soir ou le midi que la mandragore baisse les feuilles et elle a soif. Donc là, il suffit de la arroser. Le lendemain matin, elle aura récupéré. Mais la mandragore, parce que c'est une racine qui a vraiment charnue, les réserves en eau sont dans la racine. Mais si vraiment il fait très chaud, la réserve en eau de la racine n'est pas relibérée suffisamment vite pour maintenir les feuilles très turgescentes, avec beaucoup d'humidité dedans. Donc du coup, les feuilles fanent un peu. Donc en arrosant le soir, la nuit, la plante refait les réserves. La plante finalement a très peu de chevelures racinaires, de toutes petites racines fines qui elles vont capter l'eau. Donc au moindre coup de chaud, la plante accuse un peu le coup, quoi. Même si elle est en pleine terre. Elle a pas assez de racines fines pour pouvoir se réhydrater, quoi. Donc c'est assez intéressant de se rendre compte effectivement que même si tu mets un pot au sol, elle va quand même essayer d'aller chercher et puiser dans la terre, quoi. Ah oui, parce que naturellement, elle a toujours vécu dans un sol et pas dans un sol, je vais dire hors pot. Et voilà, naturellement, elle a envie de s'enraciner encore plus profond. Alors là, je mène aussi des expérimentations pour voir un peu la distance maximale d'une racine la longueur maximale d'une racine de mandragore. Mais je dirais, ça peut faire plus d'1,50 m, quoi. Énorme. Mais là, j'ai pas encore fini les expérimentations pour voir en mettant différents types de pots, voir jusqu'où elle est capable d'aller en profondeur. Mais comment ça se passe justement s'il y a une racine aussi intense dans un petit pot? En fait, il faut l'enlever du pot, quoi. Sinon, il explose. Là, forcément, dans mes pots de 25 cm, oui, même si pour à l'échelle d'une plante, c'est un pot profond, à l'échelle de mandragore et sur un certain nombre d'années, là, il faudra plus de place, quoi. Oui, d'accord. Voilà. Alors, mon très cher Yves, mes très chers Witchies, on va se laisser pour une petite pause musicale. Et là, c'est le deuxième morceau. C'est The Mountain Will Remember Us. Alors, désolé pour mon accent tout pourri. C'est la deuxième musique que tu nous proposes pour ce soir. Oui, c'est un plaisir aussi, musique un peu relaxante, un peu rythmée également. J'espère que vous allez apprécier, moins connue que celle d'Enigma. Voilà, à découvrir. Et après, je mettrai une autre musique et les Witchies vont reconnaître également. Peut-être que toi aussi, très certainement. Voilà, donc on aura quelques minutes de pause et puis on finira tranquillement l'émission. Ça te va, mon petit Yves? Oui, parfait. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Bonne écoute. Le replay, ça s'est passé sur Witchies Radio. Witchies Radio. Annonce Witchies Radio. Chaque samedi soir sur Witchies Radio, c'est la magie et l'enchantement avec les murmures du chaudron de 21h à 23h. Witchies Radio réveillera la sorcière qui est en toi. Witchies Radio. Comment trouver la radio qu'il me faut? Une radio sorcière, mais sérieuse comme il le faut. J'ai enfin trouvé la radio qu'il me faut. C'est Witchies Radio. Oui, Witchies Radio. Witchies Radio, la radio qui va vous enchanter. Et oui, mes très chers petits Witchies, Witchies Radio, c'est la radio qui va vous enchanter le cœur, l'âme et l'esprit. Je me disais, on parle de Mandragore ce soir, alors forcément, pour les petits moldus, bien sûr, il fallait mettre Harry Potter, n'est-ce pas? En tout cas, merci à toi Yves pour cette merveilleuse émission. Mais avant qu'on ne se quitte et qu'on ne finisse la soirée, j'avais une dernière question. Tu as très certainement peut-être une autre anecdote à nous transmettre, peut-être autour de la Mandragore, mais peut-être autour d'une autre expérience que tu as vécue en t'occupant de tes plantes.
Alors, des anecdotes, oui, c'est probablement beaucoup. Chaque jour ou presque, il y a des histoires où j'ai des histoires de plantes. Donc j'aime beaucoup les mandragores, et puis de voir aussi parmi les gens qui les cultivent ou à qui j'en ai distribué, de voir combien les gens combien la mandragore ça leur tient à cœur, et des gens leur parlent, on me dit oui, je parle à mes plantes, je leur fais la bise, des bisous sur les feuilles et peut-être même que ça les tiendrait vertes plus longtemps. Alors ça c'est assez extraordinaire, voilà, mais d'avoir une relation avec la plante qui est vraiment une autre relation qui est pas une relation courante d'homme-plante. La mandragore, c'est forcément différent, quoi. Et tu remarques ces retours justement de ces personnes qui prennent des plantes, tu remarques ce retour-là, notamment associé à la mandragore ou à d'autres plantes? Alors, peut-être à d'autres plantes, mais avec la mandragore, oui, parce que les gens me le disent. Voilà. Mais après, surtout, enfin, c'est la relation qu'on a avec les plantes, c'est sans doute comme avec les gens, c'est de bien vivre l'histoire qu'on a avec eux ou avec elles, hommes ou plantes. Et ça, c'est magnifique, effectivement. On voit le côté vraiment humain et bienveillant de l'être humain, en fait, en s'occupant de la plante, notamment. Et tu vois, ces retours-là, c'est très beau. Et j'ai vu que tu avais aussi laissé, alors ça c'est magnifique, tu as laissé le lien de ta page Facebook, parce que Yves possède une page Facebook, donc si jamais vous voulez le contacter, hein, donc Yves Coconnier, donc Coconnier, COCO2NIER, et Yves comme Yves, et sa page Facebook s'appelle Mandragore. Alors pourquoi Mandrake? Alors, Mandrake, c'est en fait le nom anglais des mandragores. Voilà, la mandrake, c'est une mandragore. Alors, il y a la mandragore parce que on sait aussi que dans les légendes, il y avait des pieds mâles et des pieds femelles, mais ça, ce n'est qu'une légende parce que les mandragores sont à la fois mâles et femelles, c'est-à-dire que sur la même plante, il y a dans les fleurs, il y a des organes mâles et des organes femelles. Donc, il n'y a pas de mandragore mâle ni de mandragore femelle. Mais il y a une époque, on ne le savait pas. Donc, pour certains, il y avait des pieds mâles et puis des pieds femelles. Alors, corroboré probablement par la forme des racines, si elle avait un corps de femme ou pas, 2 jambes ou 3 jambes. Je vous laisse imaginer les formes de plantes et les dénominations qui pouvaient être données. Et donc les Anglais appelaient, ou les anglophones appelaient la mandragore mandrake, et donc de mandrake, et il y avait aussi, le nom était décliné avec woman drake, s'ils trouvaient que la plante avait plus une forme de femme, donc c'était woman drake, la mandragore femme, donc, ou mandrake, celle qui ressemblait plus à un homme. Alors ce changement ou cette déclinaison, on le connaît pas avec la langue française. On disait d'une mandragore mâle ou une mandragore femelle, mais pas par son nom. C'était simplement dit comme ça, quoi. D'accord. Voilà. Alors, je t'écoute, en même temps, je suis en train de lire les échanges sur le chat, et en fait, Mimi t'a posé une question tout à l'heure pendant la pause musicale. C'est une question que j'ai pas osé poser. Mais effectivement, vous savez, quand on est fan d'Harry Potter, forcément, la mandragore, elle est là, hein. Et dans le film, en fait, on voit, dans le numéro 1 notamment, on voit effectivement que quand on rempote la mandragore, elle pousse un cri. Et la question est, mon très cher Yves, est-ce que la mandragore pousse un cri quand tu la rempotes? Alors non, mais pour plusieurs raisons. Alors la première raison, c'est que parce que je la maltraite pas, je les rempote forcément avec douceur. Donc elles n'ont pas de raison de crier ou de craindre un rempotage. Alors sinon non, bien sûr que non, elle ne crie pas, mais voilà, et puis et encore heureusement, parce que comme je disais à Mimi sur le chat, des mandragores, j'en ai plus de 1500 dans la collection. Wow. Donc si elles se mettaient à crier tout en même temps, ce serait infernal. Ah ouais, donc t'as pas de cache-oreille en fait. Ah non, j'ai pas de cache-oreille. J'essaie juste de pas les maltraiter. Alors c'est vrai que c'est vraiment bien ce que tu dis, de ne pas les maltraiter. Et moi j'ai le souvenir dans le film notamment que quand ils enlèvent la mandragore de son pot, ils le font d'une façon très
virulente, quoi, tu vois, sèche. C'est brutal, ouais. Voilà. D'où le fait que la mandragore, elle crie. Et oui, parce qu'on l'enlève quand même de son cocon d'un coup et elle se demande ce qui se passe, quoi. Ah, puis tirer un peu comme par les cheveux pour la sortir, c'est un peu brutal. Maintenant, on parle de violence faite aux femmes. Il y aurait sans doute la violence faite aux mandragores. Voilà, tout est dit, mon très cher Yves. Alors, un petit message de fin avant qu'on ne se quitte. Tu as peut-être, je sais pas. Alors, je sais déjà que Yves, si jamais vous pouvez échanger très facilement avec lui, le contacter par mail via sa page Facebook. Vous avez des questions à lui poser, notamment autour de la mandragore. Je suppose que tu te feras un grand plaisir de répondre. Ah oui, avec plaisir. Même si il y a des gens qui veulent le guide de culture de la mandragore officinale, juste ils m'envoient un mail, j'ai le guide en PDF que je peux envoyer gratuitement. Je le fais pas payer. Hein. C'est avec grand plaisir que je vous le renverrai par mail. Merveilleux. Voilà. C'est un beau cadeau. C'est un beau cadeau parce que ça fait vraiment un complément à l'émission de ce soir et ça permet vraiment de se rendre compte un petit peu comment s'occuper de la mandragore. Le but, c'est de pouvoir vulgariser la culture de la mandragore. Alors, je vais pas dire démystifier parce que la mandragore restera toujours mythique, oui. Mais de pouvoir l'approcher de manière un peu plus aisée, quoi, et éviter les échecs. Et t'as jamais eu l'idée d'écrire un livre autour de la culture de la mandragore ? Alors non, mais peut-être un jour. Alors j'ai fait un recueil, un peu comme un mémoire pour le label de collection agréée, de collection nationale. Donc c'est un recueil mais qui est plus axé sur une partie botanique. Peut-être un jour, mais ça peut être une idée. Oui, pourquoi pas. J'y penserai. Eh ben, si un jour ça arrive, mon très cher Yves, vraiment, ce serait magnifique. Et tu nous tiens au courant. Hein? Oui, bien sûr. On aura l'occasion de continuer peut-être des émissions ensemble encore. Oh oui. Et autre question, est-ce que tu as des livres à nous donner, des noms de livres que l'on pourrait acheter ou découvrir pour se rendre un petit peu compte de ce que représente justement la mandragore dans sa culture, ou alors il y en a pas du tout? Alors des livres dédiés spécifiquement à la mandragore, il y en a pas, ou à ma connaissance. Après, il y a des articles universitaires, qui sont issus de thèses de chercheurs sur des composés de la mandragore, sur les origines. Après, il y a un résumé qui avait été fait, par une personne de la BNF, donc la Bibliothèque nationale de France. C'est Luc Ménapas, c'est intitulé La mandragore, naissance et persistance d'un mythe. Donc, c'est un recueil de toutes les histoires de la mandragore, depuis la nuit des temps, depuis quand on en parle et la signification en fait de ces légendes-là. Si vous tapez sur internet mandragore BNF ou Luc Ménapas, MENAPACE, voilà, vous tomberez sur le document en PDF, vous pouvez le télécharger, le lire. Je sais pas, doit avoir une vingtaine de pages. Qui est un recueil de comment la plante a traversé les âges et qu'est-ce qui fait qu'on en parle. On en a parlé de l'Antiquité à nos jours, quoi. D'accord, magnifique. Et pour terminer, mon très cher Yves, je te pose plein de questions. Je suis désolée, je suis une curieuse. Mais c'est le moment. Même si l'émission touche à sa fin. Bon, après, il y a toujours moyen de communiquer par Facebook ou par mail, mais c'est toujours un plaisir de pouvoir vous aider. Alors, j'ai une question assez curieuse, en fait, parce que, forcément, tu es botaniste. Est-ce que tu as un souvenir d'une question atypique autour de la plante? Une question vraiment surprenante que tu t'y attendais pas du tout? Alors après, ce qui était lié, aux plantes mâles et plantes femelles, parce que il y a des gens qui croient toujours, parce que on l'a pas forcément expliqué pourquoi s'il n'y a pas de plantes mâles et pourquoi il n'y a pas de plantes femelles. Simplement qu'au niveau botanique, voilà, dans la fleur, il y a les organes mâles et femelles sur la même fleur. Alors c'est pas tout à fait hermaphrodite, c'est la plante, là dans ce cas-là, elle peut faire de l'autofécondation. Ces fleurs, ces organes mâles peuvent servir à féconder son propre organe femelle. Il n'y a pas besoin d'avoir une fécondation croisée
comme par exemple avoir sur des escargots qui sont hermaphrodites, eux, qui ont un sexe masculin et féminin, qui ont des organes masculins et féminins. Mais là, la plante peut se reproduire, je dirais, toute seule, quoi, avec une fécondation, mais malgré tout avec une fécondation, quoi. D'accord. Merci, un très grand merci, mon très cher Yves, pour cette merveilleuse émission. Ça a été un immense plaisir. Écoute, moi je te réinvite quand tu veux, hein. Très certainement on verra en 2023, pourquoi pas, la suite des aventures de Yves au pays de la mandragore, ou même peut-être pourquoi pas une autre plante, qui sait. Voilà, découvrir un petit peu, si tu as une spécialité sur une autre plante, faire découvrir aux Witches comment s'en occuper, ce sera avec un immense bonheur. Mes très chers amis, on se retrouve demain matin, vous le savez, hein, pour le réveil des sorcières à partir de 10h en direct. Et cette émission de ce soir qui était en live sera en rediffusion intégrale jeudi prochain à partir de 16h sur witchesradio.fr, donc à ne pas oublier. Et puis après coup disponible en podcast, hein, sur notre site officiel witchesradio.fr, sans les musiques bien sûr, hein, avec uniquement l'émission. Et enfin, samedi prochain, je serai en compagnie de Torque pour parler justement du jardin magique de la sorcière. Donc voilà, tu vois, ça va être une continuité autour des plantes, mon très cher Yves. Oui, c'est bien de pouvoir parler de toutes les plantes, parce qu'il n'y a pas que la mandragore, hein. Voilà, parfait. Un petit mot de la fin aux Witches? Ouais, je vous salue tous et toutes, et merci encore pour votre participation, vos questions, toujours fabuleux d'échanger. Voilà, bonne soirée à vous tous et toutes. Merci à toi, mon très cher Yves, pour ce soir, et plein de bisous Witches. Et on se dit à demain pour d'autres aventures sur witchesradio.fr. Au revoir les Witches. À bientôt. Witches Radio réveillera la sorcière qui est en toi. Witches Radio.